Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors on a parlé de tout, on a parlé de ce second tour fatidique, on entend que la France, le régime est bloqué, ingouvernable, comment on va faire, est-ce qu'on va s'allier avec le LR, est-ce qu'il y aura des majorités de circonstances, etc., etc., etc. Alors tout le monde y va de ses conjonctures, de ses prédictions. Il y a quelque chose quand même qui reste majeur, c'est les pratiquement 54% d'abstention au second tour. L'abstention, apparemment, oui, on en parle pour dire 2 mois, c'est dommage, et puis ça disparaît des radars. Et pourtant, eh bien, on va en parler avec Jérôme Sainte-Marie. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. On n'iront plus au bois, les lauriers sont coupés, la belle que voilà ira les ramasser. Eh ben, écoutez, je ne sais plus si on ira au bois. J'espère qu'on continuera à aller au bois, quand même si les lauriers sont coupés. Mais en revanche, aux urnes, le nombre de gens qui disent, de citoyens, d'inscrits, qui disent nous n'irons plus aux urnes, eh bien, écoutez, ça ne fait que croître. Juste quelque chose que, justement, Joseph Ruiz m'a imprimé. Évolution du taux d'abstention, comme ça on se rappelle, depuis 1958, on ne va pas tout énumérer, mais on rappelle qu'au premier second tour des élections législatives, en 58-62, c'était 31,30% des inscrits. Aujourd'hui, donc oui, ça fait quoi? Vous avez plus de 60 ans, certes, mais aujourd'hui, 53,77. De 31,30 à 53,117. Et quand on regarde les courbes, la courbe ne cesse de monter. Alors, Jérôme Sainte-Marie, bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue. Vous venez d'écrire l'auteur de le Bloc populaire aux éditions du CERF, et avant le Bloc contre Bloc et le Nouvel Ordre démocratique. Et vous avez vraiment codifié, et ça a beaucoup irrigué justement les notions de bloc populaire ou bloc élitaire. Et dans ce contexte-là, est-ce qu'il n'y a pas un bloc abstentionniste ? Qu'est-ce que c'est ? De quoi c'est fait ? Alors, on sait que l'abstention existe depuis toujours, mais quand même là, pour les législatives, ce n'est pas rien. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, je vais essayer de vous dire un peu ce qu'il y a de nouveau et de ce qu'il y a d'habituel dans l'abstention. Alors, ce qu'il y a d'habituel, c'est quelque chose qui a été décrit depuis des décennies. Il y avait le spécialiste, c'était Alain Lancelot dans les années 60, vous voyez, et qui avait écrit donc un que sais-je sur l'abstentionnisme, et déjà il décrivait à peu près la structure actuelle de l'abstentionnisme. C'est-à-dire, plus vous êtes jeune, moins vous votez. Plus vous êtes pauvre, moins vous votez. Plus vous êtes précaire, moins vous votez. Plus vous êtes locataire, moins vous votez. Et c'était déjà vrai dans les années 60. C'était vrai, c'est la structure. D'accord. Les femmes votent moins que les hommes, généralement, etc. Ces aspects-là structurels sont les mêmes. Ce qui a beaucoup changé, c'est le niveau, comme vous l'avez rappelé. C'est-à-dire que quand Alain Lancelot écrit sa thèse sur l'abstention, eh bien, cette abstention, elle est à un niveau très faible. Oui. L'abstention ne va jamais être aussi faible, je crois, qu'au second tour de l'élection présidentielle de 1974. C'était le grand affrontement entre François Mitterrand, l'homme du programme commun, et Valéry Giscard d'Estaing, l'homme du bon choix pour la France, en quelque sorte, eh bien, qui était là, on était tombé, je crois, à 13 ou 14% d'abstention. Ça, c'est pour les présidentielles. Pour la présidentielle. Oui, c'est ça. Donc, ça signifie grosso modo qu'il y a 10-12% des Français qui sont pas en forme, qui ont un refus de principe du vote, qui sont qui sont pas occupés de leur procuration, etc. Donc il y a une abstention incompressible. Oui, ceux qui ne sont pas inscrits. 10-12%, vous voulez, voilà. Alors ceux qui ne sont pas inscrits, ils ne sont pas comptés à l'abstention. Oui, mais voilà. Mais au-delà, on arrive maintenant à des sommets. Très effectivement, et on arrive maintenant à des élections législatives qui sont donc décisives tout de même, ou dans lequel nous avons une abstention qui est supérieure à 50%. Alors c'est maintenant assez stabilisé, 52% d'abstention au premier tour des législatives de 2017, comme le temps passe vite. Ensuite, au second tour, c'était 58%. Là, on a un chiffre qui est à peu près entre les deux, vous l'avez dit, 54%. Alors, qu'est-ce qui est, je pense, nouveau dans l'abstention? Je crois que la variable principale, c'est comment dirais-je, c'est pas un problème d'offre.
beaucoup de gens vous disent j'ai pas trouvé un candidat qui me ressemble. On peut y croire, moi j'y crois pas trop parce que sincèrement, surtout aux élections législatives, il y a énormément de candidats parce que c'est là où se décide. C'est pas les présidentielles à deux, quoi. Oui, à présidentielle, vous avez déjà une douzaine de candidats au premier tour, c'est pas si mal. Et aux législatives, vous avez dans les circonscriptions beaucoup de candidats, pour une raison très pratique, c'est que c'est là où se décide le financement le financement de la vie politique. Donc toutes sortes de partis essayent d'avoir des candidats présents à peu près partout. On a parfois une vingtaine de candidats. Je rappelle 1,47 € ou 48 l'électeur, c'est ça. Ah oui, ceux qui veulent aider leur parti, c'est plutôt aux législatives qu'à la présidentielle qui doivent se déplacer. Et pourtant, vous avez cette abstention massive. Je crois que ça tient essentiellement au fait que à deux aspects. Le premier, c'est que beaucoup de gens ne croient plus trop dans le pouvoir de décision de la politique. Et de ce point de vue-là, la trahison du vote des Français en 2005, lorsqu'ils avaient voté massivement, 55% avaient voté pour le non référendum au traité constitutionnel européen, et le fait que ce vote massif dans cette élection, quand même, qui est l'élection reine en quelque sorte, sous la Ve République, le référendum, eh bien, ce vote avait été balayé par le vote des parlementaires 3 ans plus tard. Ça il y a eu une vraie pédagogie en quelque sorte. Vous pensez que ça a vraiment joué psychologiquement? Vous savez, dans les groupes qualitatifs, alors maintenant ça s'estompe, c'était il y a 17 ans, mais dans les réunions de groupe, là, ce qu'on appelle les études qualitatives, on avait souvent ça, les années qu'on suivit cela, beaucoup de gens disent bon, moi j'y ai cru, j'ai participé à la campagne, on s'est moqué de moi, j'y retournerai pas. Alors c'était surtout les catégories qui avaient voté non, donc 2 catégories populaires, catégories souverainistes, etc. Donc voilà. Et vous avez autre chose maintenant, c'est que la désorganisation en quelque sorte du système partisan. Vous avez aujourd'hui des partis qui sont encore dans l'axe gauche-droite et des partis qui sont plutôt dans l'axe, on va dire ça avec les mots de Macron, pour une fois, populiste, progressiste. Ou mondialiste, souverainiste, voilà, etc. Exactement, en prenant le mot de quelqu'un d'autre, etc. On voit de quoi on parle. Et donc, ce qui fait que les choix sont beaucoup moins clairs. Et je pense, on va en parler, que lors de ces élections législatives, c'était un véritable Rubik's Cube, en quelque sorte, où selon les circonscriptions, vous aviez des offres très différentes. Et je crois que c'est un phénomène qui désoriente, en quelque sorte, l'électeur, non pas qu'il ne comprenne pas, mais il n'est pas sûr de savoir quelle influence aura son vote d'un jeu aussi complexe. Et donc, dans ces cas-là, il préfère s'abstenir. Est-ce que pour schématiser très fort, tous pourris, tous les mêmes jouent, ou c'est plutôt, je parle toujours des abstentionnistes, écoutez, de toute façon, tout se décide au-dessus des gens qu'on va voter, tout se décide en Russie, en Chine, à Davos, chez Bill Gates, etc. Enfin, tout ça pour schématiser, et ils se disent, au fond, ça ne changera rien, et pourtant, je parle des législatives, ça devrait changer quand même pour leur ville, leur circonscription. Qu'est-ce qui fait, quel est le moteur qui agit là? Alors, je crois que l'on vote surtout quand on pense que ça va avoir un effet. Vous savez, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, comme on dit. Si les Français se disent, mon vote peut être décisif, quelle que soit la difficulté, c'est pas un problème de procédure, c'est pas un problème de vote par correspondance, le vote électronique, etc. En 74, c'était encore plus difficile de se déplacer, si vous voulez, pour aller voter. Et pourtant, les gens votaient massivement à cette époque, parce que à l'époque, ils avaient le choix, un choix à la fois très simple et décisif, entre le programme commun, qui était donc décrit par ses adversaires comme un projet marxiste, socialo-communiste, etc. Les soviétiques arrivaient. Le collectivisme, etc. Et de l'autre, Giscard d'Estaing, son libéralisme était décrit comme une droite égoïste, etc., qui était quasiment la responsable de la crise, tout cela. Donc, les gens espéraient beaucoup ou craignaient beaucoup. Mais ils se disaient toujours que leur vote allait être décisif. Aujourd'hui, c'est compliqué parce que, d'une part, le vote paraît moins décisif. Le vote aux législatives paraît d'autant moins décisif qu'il succède directement à l'élection présidentielle, où tout de même 75% des Français sont allés voter. Donc vous voyez, c'est pas l'abstention n'est pas, elle varie selon les scrutins quand même dans la même période. Et là, les gens se sont dit, ça va être une confirmation. C'est ça. Peut-être comme depuis 20 ans. Depuis que les législatives suivent la présidentielle. Depuis que Jospin a réformé effectivement le système et que fait que effectivement les législatives c'est juste après la présidentielle, donc c'est en quelque sorte c'est pour donner une majorité au président de la République. Le président de la République actuel, Emmanuel Macron, était d'ailleurs convaincu que ce ressort allait encore fonctionner, ce qui fait qu'il a pris un peu par-dessus la jambe, si je puis me permettre, les élections législatives. Il est même quand même parti en Ukraine entre les deux tours. Ça n'a échappé à
personne. Ouais, il a pensé que les Ukrainiens allaient voter pour lui. Enfin, Et donc, on se retrouve avec cette surprise. Et d'ailleurs, je trouve que l'abstention au second tour des législatives, je vais vous surprendre, n'a pas été aussi importante que cela. C'est-à-dire que on avait à peu près la même abstention au premier tour qu'en 2017, un peu supérieure, et au fond, elle ne progresse quasiment pas au second tour. Peut-être parce que à l'issue du premier tour, certaines personnes se sont dit, tiens, c'est peut-être pas aussi évident que ça. Et comme on sait qu'une majorité des Français souhaitaient que Emmanuel Macron ait une majorité relative ou n'est pas de majorité, qu'en fait Emmanuel Macron est en fait minoritaire dans le pays, contrairement à ce que donne à penser le second tour de la présidentielle. Oui, ce que donne à penser un certain nombre de gens, mais il est légitime, mais il est politiquement minoritaire. Eh bien, certains se sont dit peut-être que c'est le moment d'aller jouer un bon tour en quelque sorte à Ensemble et à Macron. Et de fait, ceux qui ont pensé ça ont été amplement servis par le résultat. Et ça, vous avez raison, c'est la seconde partie de notre entretien. Il y a le vote, non pas le vote sanction, mais en disant c'est intéressant, ok, on vous a donné face à Marine Le Pen, on a dit d'accord, c'est vous, c'est pas elle, et puis plafond de verre ou pas, mais attention, n'allez pas trop loin. Parce qu'il y a eu tout ce phénomène du allez, je suis tout seul, le monarque, Olympe, Jupiter et compagnie, et je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui ont dû se dire attention, doucement les basses, quoi. Oui, puis vous savez, au premier tour, le Rassemblement national fait un score très supérieur à ce qu'il avait fait 5 ans auparavant. On passe de 13% à 19% pour le Rassemblement national, plus 4% pour les candidats Reconquête, tout de même très proche. Vous avez à gauche, cette fois-ci, des gens qui se disent, mais tiens, qui commencent à croire ce que raconte Jean-Luc Mélenchon, en disant, mais peut-être qu'effectivement, il peut être Premier ministre, ou peut-être qu'on peut avoir, etc. D'autres qui, justement, se disent, bah, c'est terrible, Mélenchon peut être Premier ministre, donc on va les voter contre. On a eu un tout petit sursaut de participation. Mais encore une fois, je crois que cet aspect de calendrier, le fait que les législatives soient directement derrière l'élection présidentielle, pose un énorme problème. Oui, et on le voit, c'est clair, et on voit qu'il a changé beaucoup de choses de ce point de vue-là. Mais alors justement, est-ce que ce n'est pas la première fois depuis longtemps, comme Jérôme Sainte-Marie, qu'on assiste peut-être à un rééquilibrage? Parce que, apparemment, comme ça là aussi je schématise, les contre-pouvoirs n'étaient plus très présents, hein, que ce soit le Sénat un tout petit peu, l'Assemblée nationale, majorité absolue au parti du président, quel qu'il soit, Conseil constitutionnel, Conseil d'État, enfin... Les contre-pouvoirs, disons, étaient un peu givaroisés légèrement. Est-ce qu'il peut y avoir un rééquilibrage à l'Assemblée nationale, par exemple? Alors, je pense que ce ne sera pas tellement un rééquilibrage, mais une crise. Alors, très rapidement, je vais prendre des exemples d'élections législatives. En 1978, partons très loin, vous avez un premier tour qui est remporté par la gauche, alors que le président est de droite, c'est Giscard d'Estaing. Et là, il se produit quelque chose. Entre les deux tours, la gauche remporte massivement le premier tour, tout le monde pense qu'elle va l'emporter. Raymond Barre, je me semble-t-il, et Giscard d'Estaing font quelque chose sur le bon choix pour la France, un truc comme ça. Et toujours est-il que les Français ont peur de leur propre vote et que finalement ils confirment la droite au second tour. Renversement entre les deux tours, mais pas de crise. Après, vous avez 3 élections législatives qui ont marqué les esprits, c'est 1986, 1993, 1997. Dans les 3 cas, les Français envoient une majorité à l'Assemblée nationale contraire à la précédente et plus précisément contraire à la majorité présidentielle. Présidentielle, absolument. Et donc, dans les 3 cas, il n'y a pas de crise en réalité. Il y a un changement politique, il y a ce qu'on appelle une cohabitation. Exact. Mais aujourd'hui, on est entre les deux. Et c'est pour ça qu'il y a crise. Alors, effectivement... on va en parler juste après cette petite pause. Justement, première fois, c'est pas la cohabitation qui joue. Qu'est-ce qui va jouer? À tout de suite avec Jérôme Sainte-Marie. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et avec Jérôme Sainte-Marie, politologue, auteur de Bloc Populaire, son plus récent livre aux éditions du CERF, de Bloc contre Bloc et d'une manière démocratique. Alors, juste, je rappelle Jérôme Sainte-Marie quand même, effectivement, c'est un niveau très élevé, mais vous dites ce n'est pas le record absolument battu, mais quand même. Et puis, alors, ce qui est étonnant, c'est, par exemple, Seine-Saint-Denis, où Clémentine Autain et autres a été élu, 77% d'abstention, quand même. 3 circonscriptions d'étrangers, dont
région Guadeloupe, plus de 80% d'abstention, etc., etc. Et on a parlé, mais vous avez dit que ça datait des années 60, les 70% des 18-34 ans ne sont pas allés voter. 70%, ça, c'est normal. énorme. C'est normal, ça. C'est normal parce que vous savez, si vous commencez à vous intéresser réellement à la politique et à vous impliquer, quand vous rentrez dans la vie active, tout ça. Or, justement, sous l'effet à la fois du chômage, mais également de la prolongation des études, beaucoup de jeunes rentrent moins rapidement dans la vie active, construisent moins rapidement une famille, achètent moins. Bref. Donc, c'est assez. Moi, ça me paraît pas un phénomène particulièrement préoccupant. En réalité, c'est plutôt la conséquence du fait qu'on a plutôt eu tendance dans les démocraties occidentales à abaisser l'âge du vote au moment même où les gens rentraient de plus en plus tard dans la vie active. Donc je trouve pas... Donc moi, ils sont occupés à d'autres choses, quoi. D'autant plus que là, vous parlez des 18-35 ans, c'est vrai qu'en fait, entre 18-24 ans, les gens votent peu. À partir de 25-34 ans, où là, vous rentrez dans le dur, si j'ose dire, de l'existence, eh bien, là, à ce moment-là, vous votez davantage. Oui, c'est après 35 ans. Alors justement, parlons un peu, on parlait pendant la pause, Jérôme Sainte-Marie, on dirait quand même, vous dites, c'est la crise. Est-ce que c'est vraiment la crise? On ne peut pas retrouver, vous savez, il est avec le ciel de la démocratie et des accommodements, ou même de la démocratie simplifiée ou faillible. Est-ce qu'il ne va pas y avoir les arrangements habituels? Il y aura une solution qui sera trouvée par définition. On ne va pas rester bloqué, quoique la Belgique n'ait pas eu de gouvernement pendant très longtemps. En France, ça paraît plus difficile. Mais je crois quand même que ça va être très fragile. Et moi, j'utilise pas le mot crise de manière fréquente. Vous savez, très souvent, on parle de crise politique pour donner de la densité, pour attirer à son propos, pour attirer l'attention, pour réveiller l'interlocuteur. Mais en fait, c'est une difficulté passagère. Là, je pense que c'est une réelle crise parce que c'est plus une situation de l'opinion, quelque chose comme ça d'un peu gazeux. C'est une crise au cœur des institutions. D'ailleurs, très concrètement, est-ce que le gouvernement peut avoir une majorité? Est-ce qu'il ne peut pas être à la merci du premier vote de confiance? Est-ce qu'il pourra faire passer ses projets de loi? Il y a des réformes qui sont attendues, qui sont sans doute peut-être nécessaires ou pas, mais en tout cas, ça paraît difficile de rester en immobilisme. Et le gouvernement a face à lui, il n'a pas de majorité, il a face à lui des oppositions qui ne s'entendent pas du tout entre elles. Mais qui peuvent s'entendre sur tel ou tel projet. Qui, sur un vote négatif, peuvent converger. Par ailleurs, en 2017, on avait une assemblée qui était assez fluide. Alors non seulement le gouvernement avait une majorité, mais en plus, il pouvait espérer, c'est ce qu'il a fait d'ailleurs au fil des années, recruter tel ou tel député ou politique ambitieux ou de conviction, je ne sais pas. Bon appétit aux ministres intègres. Donc de gauche comme de droite, qui tout d'un coup été converti aux lumières du macronisme. Mais ça, c'était possible parce que Emmanuel Macron était nouveau, que par ailleurs, et que les gens avaient été élus sur leur étiquette, mais pas spécialement contre Macron. Là, c'est très différent. C'est-à-dire que Macron a 5 ans derrière lui, désormais, c'est un président sortant, que, ses traits d'image dans l'opinion se sont durcis, et que surtout, tous les gens qui ne sont pas macronistes et qui sont à l'Assemblée nationale ont été élus contre Macron cette fois-ci. C'est ça la grande différence. Vote de rejet. Je ne parle même pas des gens de gauche qui soient même socialistes, modérés, etc., ont été élus sous étiquette NUP, donc sous direction mélenchoniste, très nettement contre Macron. Bien que Mélenchon ait soutenu Macron au second tour de la présidentielle, mais ça, on n'y reviendra pas. Ensuite, vous avez les gens de chez LR qui, aujourd'hui, il y a un processus darwinien, si j'ose dire. C'est-à-dire que ceux qui étaient macro-compatibles sont partis au fil des ans, et il ne reste que pour l'essentiel que des gens, quand même, qui sont élus avec un propos clairement d'opposants à Macron. C'est difficile d'obtenir des ralliements importants et beaucoup de gens n'auront pas forcément envie de compromettre leur carrière pour un président sortant qui ne se représentera pas et pour servir de force d'appoint. Donc le risque d'un blocage institutionnel existe. Que par ailleurs l'existence d'une chambre comme ça aussi divisée, introuvable, on peut dire. Une chambre introuvable, généralement, c'est plutôt quand la majorité est trop forte et que donc elle commence à se diviser. Là, c'est pas le problème. Le problème est un peu inversé. Mais vous avez des oppositions très virulentes. Le blocage est possible à tout moment. Ce qui peut donner de l'énergie aux mouvements sociaux. Qui plus est. Non seulement il aura du mal, Emmanuel Macron, à faire voter ses réformes, et on voit bien que pour la réforme des retraites, par exemple, il recule à toute vitesse, parce qu'il aura du mal à la faire voter, mais en plus, si un mouvement d'opposition se déclenche dans la rue, il pourra d'autant plus le faire qu'il se dit que c'est peut-être jouable.
Vous voyez ce que je veux dire, qu'il y a de la marge. Et donc, comme vous avez quand même un débat parlementaire avant le vote d'une loi, eh bien, dans cet intervalle, il peut y avoir des mouvements sociaux mobilisés par l'espérance de pouvoir réellement, contrairement à ce qui s'est passé depuis 5 ans, bloquer les réformes. Effectivement, on l'a vu, enfin, on verra sur la réforme de retraite, on le voit sur la gestion sur le pass sanitaire ou pass vaccinal, il peut y avoir beaucoup de choses, et encore une fois, des majorités de circonstances qui vont se réunir sur un projet de loi précis. Absolument, c'est-à-dire que, encore une fois, Emmanuel Macron montre que son pouvoir, le pouvoir de ce que j'appelle le bloc élitaire, est certes très puissant, puisqu'il a les manettes politiques, mais également les manettes quasiment en toutes les sphères de la société, mais c'est un pouvoir minoritaire. C'est ça, ce que vous avez dit d'ailleurs dans Bloc contre Bloc. Absolument. Le problème est de savoir qui va représenter le bloc populaire. Ça, c'est notre problème. Tout à fait. Le vote populaire est divisé. Il se porte davantage sur le Rassemblement national que sur la NUP, mais en partie quand même sur les mélenchonistes. Il est divisé, mais vous avez quand même la possibilité que se crée, que gagne en cohésion et en clarté idéologique également, soit dit en passant, eh bien, une opposition qui puisse rassembler ceux qui ont été, pour leur très grande masse, autour des Gilets jaunes il y a 3 ans. Oui, ça peut aller beaucoup plus loin. Merci beaucoup, Jérôme Sanmari. Merci à vous. Merci de vos éclaircissements.